On est avec Octave Klaba. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous, fondateur et président d'OVH Cloud que vous avez lancé en 99. Vous aussi, ça fait un petit moment que vous êtes là. Ça fait 2 ans après Caramel qu'on avait tout à l'heure. Vous êtes aujourd'hui le président du conseil d'administration. 450 000 serveurs, 43 centres donnés sur 4 continents, quasiment 1 milliard d'euros de chiffre d'affaires. Est-ce qu'aujourd'hui, il y a un basculement dans votre business grâce à Donald Trump? Est-ce qu'aujourd'hui, tout ce que vous nous racontez depuis 99 quasiment sur les questions de souveraineté, vous vous sentez enfin entendu par les entreprises? Il faut dire que Donald Trump nous a aidé à expliquer la souveraineté. En espace de 2 semaines, tout le monde a compris de quoi on parlait depuis des années. Donc je suis très content en fait qu'on a avancé sur l'explicabilité de ce qu'on est en train d'offrir à nos clients. Et on voit un retour en fait de la part des grands comptes surtout, qui cherchent maintenant des solutions et qui sont ils veulent discuter avec nous. Avant, ils disaient on n'a pas grand-chose à vous acheter. Maintenant, on voit qu'ils viennent chez nous pour pouvoir solutionner un certain nombre de leurs problématiques. Mais ils vous regardaient même pas, ça veut dire avant. On disait on prend américain, point. C'est ça. C'est ça. Mais aujourd'hui, les appels d'offres, vous prenez la BCE, vous prenez l'Union européenne, vous prenez un certain nombre de banques, vous prenez la santé. En fait, c'est des sujets où la criticité de la donnée, où le fonctionnement au quotidien est super important. Et donc là, on voit apparaître les appels d'offres où vous avez le risque de shutdown. Ouais. Donc c'est ça qui motive aujourd'hui certains acteurs à nous consulter pour dire nous, on veut dépendre des lois européennes. On ne veut pas que les lois en dehors de l'Europe interviennent dans notre mode de fonctionnement, dans notre fonctionnement de l'entreprise, tout simplement. Mais c'est vrai qu'il y a même des entreprises qui vont même encore plus loin, qui reviennent au on-premise, c'est-à-dire qui se disent on va rapatrier carrément toute notre infrastructure dans nos locaux parce qu'on veut être dépendant seulement de nous-mêmes. Donc ça veut dire qu'il y a vraiment une tendance qui va dans ce sens-là. Est-ce qu'on peut briser le coup justement à certaines idées reçues? Parce que jusqu'ici, ce qu'on disait, c'est les hyperscalers, donc les gros gérants américains, c'est quand même super parce que c'est très pratique, c'est plus performant technologiquement, ça coûte moins cher. C'est vrai ou... Ça coûte moins cher, non. Ils sont bons technologiquement, bien sûr. Nous, à l'époque, en fait, quand on parlait, il y a une quinzaine d'années, quand on parlait aux clients, est-ce qu'on développe cette typologie des produits? Les clients nous disaient, mais ça coûte beaucoup trop cher. Donc, on n'a pas développé ces produits-là. On s'est mis seulement en 2021. On a levé de l'argent, on est allé à la bourse, on a levé 350 millions. On a investi cet argent-là. Maintenant, ces produits-là, ils sont en train de sortir. Ils sont en train d'être visibles pour les clients à Paris. C'est notre premier démonstrateur. En région parisienne avec 3 data centers. Milan, il est en train d'arriver. Berlin, il est en train d'arriver. Et donc, on est en train de rattraper ces retards-là avec les modestes 40 produits, mais 40 produits qui sont la basique en fait de ce que nos clients ils ont besoin. Mais vous dites aujourd'hui, je peux proposer la même chose sur la même gamme de prix avec la même techno. Moins cher. Moins cher. Oui, bien sûr. C'est ce qu'on propose. Mais aussi, vous avez parlé d'on-premise. On a développé un produit parce qu'on a vu le mouvement arriver. On-premise, c'est vraiment ça. C'est je reviens, je rapatrie mon infrastructure. Ça. Depuis 5 ans, on voyait en fait que ça allait arriver, qu'il y avait à avoir un mouvement. Donc on a développé un produit. Ces produits-là, c'est super intéressant pour les hôpitaux. C'est super intéressant lorsque vous devez moderniser une usine et vous devez avoir des logiciels modernes. Vous devez avoir un entrepôt, les robots dans l'entrepôt. Vous devez avoir de l'intelligence artificielle pour gérer un entrepôt. Aujourd'hui, on a des produits où on déploie une demi-baie avec tout ce qui est à l'intérieur. Le cloud, il vient chez vous. D'accord? Donc ça, c'est la souveraineté opérationnelle. C'est-à-dire que vous n'allez pas dans un cloud quelque part chez nous ou chez AWS ou Azure. C'est chez vous. Et le client, il dit, moi, je veux ça, mais chez moi. Et donc, on a développé le produit pour ça, pour que lui puisse continuer à faire les développements software, mais chez lui, parce qu'il a besoin de la sécurité, parce qu'il a besoin de la low latency, faible latence ou la connexion n'est pas stable. Mais vous dites, dans les appels d'offres, là, on est plus écouté, on voit bien qu'on va... Est-ce qu'on signe des contrats en vrai, là? Est-ce que le nombre de clients a augmenté? Donc, dans le digital, on avait déjà des clients et on continue à signer. Dans le RFP, dans les plus grandes entreprises, actuellement, encore hier soir, j'étais en train de répondre aider les équipes à répondre à des appels d'offres au Québec par rapport à certaines choses. Ah oui. Donc, c'est tous les jours. D'accord? Et c'est massif. Il y a aussi une forme de défiance à un moment autour d'OVH par rapport aux hyperscalers au niveau de la fiabilité. Alors il y a eu l'histoire de l'incendie à Strasbourg en 2021 qui a aussi eu un impact sur l'image de l'entreprise. C'est-à-dire on se disait bah oui mais mes données. OVH c'est une histoire de résilience. Alors dites-nous. D'accord, ça fait 25 ans. Je pousse la boîte dans une certaine direction. Ok, on a eu des erreurs, on a fait certains accidents industriels et on avance et on apprend de ça et les clients qui nous suivent, qui nous font confiance, continuent d'être là. Ceux qui sont partis, ils reviennent. D'accord. Et derrière,
on a appris de Strasbourg, par exemple, la région de Paris, c'est 3 data centers. D'accord? Et donc, les services, ils fonctionnent dans les 3. S'il y en a un qui est down, ça continue à fonctionner. Donc, on apprend en fait de nos erreurs, on va vers l'avant et on propose des services nouveaux par rapport à les clients, ce qui, lui, il exprime ce qu'il a besoin. On a l'impression, à la lecture du dernier Choose France à Versailles, où on reçoit les patrons étrangers, que la France est devenue une terre de data center. Il y a une bonne partie des milliards investis qui vont vers ce secteur, comme si c'est notre position géographique, la question énergétique. Ça fait de nous une terre d'accueil privilégiée pour les data centers. Est-ce que vous considérez que c'est le cas ? Bah moi, je considère que c'est le cas, mais pas juste il y a un an. C'est pas parce qu'il y a l'IA que nous, on pense que c'est pas le cas. Ça fait 25 ans. Là, je répète un peu, 25 ans. Mais moi, j'ai fait les investissements en 2004, en 2011 et en 2016. En 2016, juste pour rappeler, on a levé 250 millions à l'époque pour créer 14 data centers, dans des data centers en France. On a aujourd'hui en France 100 MW de puissance électrique, d'accord, dans les data centers. On a investi à 10 ans pour 10 fois moins cher que ce que les acteurs sont en train de faire aujourd'hui. Ils ont raté le coche. Non, nous, NPT était un peu en avance. D'accord, c'est pas parce que vous êtes en avance que vous avez raison et que vous allez gagner. D'accord. Parfois, ils perdent du coup. Mais je drive la boîte avec une vision. Une vision autour de l'écologie, water cooling, une vision autour des investissements, autour des présents, une vision autour des souverainetés, autour des investissements dans le software, dans l'IA et avec la création de revenus. Parce qu'on parle de beaucoup d'investissements. Attention, les investissements, c'est one shot. Vous investissez une fois et vous pensez qu'il va y avoir un miracle qui va se passer. Miracle, c'est le revenu, c'est-à-dire les clients, les besoins du client. Et donc, on oublie dedans, dans l'équation de tous ces investissements-là, la partie client. À quel moment client paye, veut bien payer? Il y a beaucoup d'investissements, super, mais qui va les payer? Est-ce qu'ils vont vraiment payer à la fin? Parce que sinon, vous n'avez pas d'argent pour renouveler votre technologie. Et tous les investissements que les gens ont faits il y a 12 mois, 18 mois, dans les GPU, je suis désolé, c'est déjà obsolète. Il y a des nouveaux GPU qui sont en train d'arriver. Si vous n'avez pas vendu ça et régénéré du revenu pour pouvoir réinvestir, vous n'avez plus de pognon. Justement, donc vous devez relever de l'argent pour pouvoir faire un nouveau cycle.